Donc aujourd'hui, on va parler de la parole. On a invité Frédéric à se joindre à nous parce que justement, Frédéric, il va se présenter beaucoup mieux que moi je le présente, mais il est formateur en prise de parole en public. Il accompagne des acteurs, il accompagne des dirigeants, il accompagne des gens dans le monde entier et un peu partout. Il travaille sur ce sujet de la parole qui est si important et que nous, on avait envie d'aborder aujourd'hui. Fred, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Juste me présenter, c'est ça? Ouais. Rapidement. Euh, alors, moi, je suis pas tombé dans la marmite de la parole, Mhm. de la prise de parole quand j'étais Mhm. petit, contrairement au Félix. C'est quelque chose qui est venu sur le tard. Quand j'étais plus jeune, j'étais timide, j'étais renfermé, j'avais de temps en temps encore des problèmes d'élocution, j'étais bègue, et ce qui fait que je me retenais de parler avec les autres. J'ai passé toute une adolescence complètement asociale et finalement j'ai rencontré le théâtre à l'âge de 22 ans parce que c'était une nécessité à ce moment-là, il fallait absolument que je fasse quelque chose et à partir de là j'ai plongé, j'ai fait du théâtre pendant plus de 35 ans, j'ai été comédien, metteur en scène, professeur de théâtre et par la suite ce qui m'intéressait à chaque fois c'était d'accompagner à la fois les artistes dans la création de la pièce pour les faire évoluer jusque dans les personnages. Mais on s'est rendu compte, et je me suis rendu compte en premier, que en définitive le théâtre m'a changé, m'a transformé, et c'est ce que j'essaie d'apporter même maintenant, puisque je suis arrivé dans le monde de la formation pour adultes il y a une quinzaine d'années, invité par une ancienne élève qui était responsable pédagogique dans un organisme. Et puis, depuis là, j'accompagne des managers, des dirigeants, des alternants. Et l'idée, c'est que moi, je suis persuadé qu'on peut faire les choses avec fun et, et qu'on peut, à un moment donné, quand on arrive à trouver la nécessité, l'intention qui est en soi pour s'exprimer, c'est important de le faire et à partir du moment quand on commence à le faire, on acquiert la confiance et quand on acquiert la confiance, on s'exprime dans le monde. Donc, voilà mon parcours. Ok, merci de s'être présenté, c'est cool. En fait, nous, on se présente plus quand on est ici parce que ça fait un moment que les gens nous connaissent. Maud, qui est spécialiste feng shui, mais qui aussi fait de l'ébénisterie, qui fait de l'astrologie depuis peu, qui fait des tas de sujets. Maud, si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est très bien résumé. Voilà. Et moi qui suis coach en développement personnel, évidemment coach relationnel parce que ben, moi j'aide les gens un petit peu à gérer leurs relations, tout un ensemble de choses. Et du coup aujourd'hui on avait choisi ce sujet de la parole d'abord parce que c'est un peu ta spécialité Fred, mais aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont coincés au niveau de la parole au sens large et que parfois ce n'est pas qu'une histoire de confiance en soi, c'est aussi une histoire de placement, de la façon dont on se perçoit, de la façon dont on a une relation avec les autres, c'est-à-dire de comment on a envie de communiquer avec les autres, etc. Donc je me suis dit que c'était un bon sujet d'échange ce matin. Moi j'ai prévu deux, trois questions. Je vais commencer déjà pour vous demander un petit peu à quel point la parole, c'est important. Maud, Alors moi, je vais commencer d'un point de vue feng shui et après, je te passe la parole, Frédéric. En fait, c'est important la parole parce que déjà, énergétiquement, quand on n'exprime pas quelque chose, ça reste coincé. On dit en feng shui que rien ne s'évacue en termes d'émotion. Les choses doivent être exprimées, sinon il y a ce qu'on appelle un racket émotionnel. C'est-à-dire qu'une émotion va prendre le pas sur une autre. Par exemple, quand on n'arrive pas à exprimer sa colère, quand on a eu un contexte familial environnemental qui fait qu'on n'a pas pu exprimer certaines émotions importantes. Du coup, on va les exprimer par peut-être de la violence physique, de la violence envers soi-même, une maladie qui va se déclarer. Beaucoup de choses qui font effectivement que le corps appelle à verbaliser. La maison c'est pareil, c'est-à-dire que du coup, on peut se retrouver dans un contexte où on va matérialiser chez soi par de la symbolique des situations de vie qu'on n'a pas pu exprimer parce que c'est tabou, parce qu'on n'a pas eu l'écoute nécessaire, parce qu'on a peur de comment ça va être recevoir. Donc les personnes qui ont vécu des violences, les personnes qui ont certaines problématiques lourdes, effectivement, ça peut se retrouver dans de la déco, des tableaux où on va avoir des situations de tempête, ou des situations d'invasion, de guerre, l'homme qui va être représenté, voilà, si ça représente des situations qu'on a besoin de verbaliser, des hommes qui peuvent être représentés comme des dangers. Donc, c'est des choses comme ça qui font que la maison va parler
pour l'individu qui ne peut pas le faire au moment T. Oui. Moi, je te rejoins tout à fait parce que je vais prendre comme exemple. Là, je travaille avec des jeunes qui sont dans les quartiers à difficulté et qui sont exclus temporairement du collège. Et la grosse problématique, c'est que ils n'ont pas cette capacité d'arranger leur pensée pour la transformer en parole et qu'ils prennent de plein fouet ce qui est fait vis-à-vis d'eux comme étant une agression. Et comme ils n'ont pas forcément les codes et la manière d'exprimer, leur façon de répondre à l'agression, ça va être la violence. Donc l'idée avec l'équipe pédagogique, c'est d'arriver à voir de quelle manière on peut les emmener pour arriver à mettre des mots sur leur mal-être, parce que tout ça part d'un mal-être, un mal-être qui n'est pas exprimé. Je te rejoins tout à fait, Maud. À l'intérieur, c'est assez déconstruit. Quand je les ai vus, j'ai une manière d'approcher ces jeunes, puisque j'en étais un quand j'étais plus jeune aussi. Donc j'arrive à certains codes. Ah mais si je vous disais des bêtises. On a tous été jeunes à un moment donné, hein, en fait. Un ancien voyou. Voilà. Bref. À partir de là, l'idée, moi, c'est à chaque fois de les amener à expérimenter. Je leur dis, si ça se trouve, vous n'allez pas aimer, mais voilà, on se met d'accord entre nous. Juste là, pendant 2 heures, vous faites semblant. Et tout. Vous faites semblant. Ça vous embête. C'est un gros mot. Ça vous embête, c'est pas grave, vous faites semblant. Et le pari, c'est que une fois qu'on passe dans le corps, c'est de les amener à jouer, les amener à expérimenter, les amener à ressentir. Et la parole, pour moi, elle ne vient qu'après. J'ai mis en place un framework, une façon de progresser. Je l'appelle RPRGB, respiration, posture, regard, gestuelle et voix. Et cette façon d'entrer dans la matière discours, je vais dire, parce qu'après ça prend plusieurs niveaux. Dans la matière discours, dans le discours, il y a de la parole qui s'échange. C'est que d'abord, on va revenir sur la respiration. Comment tu respires? Ensuite, comment tu te tiens? Si tu te tiens de manière complètement de guingois, c'est pas étonnant qu'en face, les gens reçoivent une image de quelque chose qui peut-être pour eux peuvent être menaçant et donc ils vont réagir de manière un peu déplacée et toi tu vas le prendre comme une agression et tu vas réagir par rapport à cette agression. Ensuite, il y a le regard, la façon de regarder, c'est pareil. Si je regarde de manière, je vais détruire le monde est plus fort que moi, il va me détruire d'abord. La gestuelle et ensuite on en vient à la voix. Donc avec ces jeunes-là, je passe d'abord par le corps qui s'exprime et ensuite on vient à la voix. Et quand on en arrive à la voix, il y a des choses qui ont déjà changé. Donc effectivement, la voix, pourquoi la voix? La voix qui porte la parole. Parce que quand on est comédien, il y a un texte, le texte avant qu'il devienne parole, il n'est que agencement de mots. Agencement de mots qui viennent de l'esprit de quelqu'un. Ensuite, quand on fait des lectures, ce n'est pas encore la parole des personnages parce qu'on n'a pas encore dessiné les personnages. Les personnages vont exister à partir du moment où il va y avoir le corps, la respiration et la manière d'agir. Et là, on va pouvoir remplir de paroles. Les mots vont prendre vie. C'est pour ça qu'on appelle incarner. Donc pour moi, la parole, elle permet l'incarnation. Comme tu le dis, moi je le ressens comme ça, Maud, c'est-à-dire que il y a les énergies qui nous traversent dans une maison, et puis une fois que je vais recevoir ces énergies, en prendre conscience, je vais pouvoir aussi transformer grâce à la parole. C'est à ce point que la parole est importante. Complètement. Et après, Martine, donne-nous ton point de vue. Mais j'ajouterais juste une chose, c'est qu'en Feng Shui, on part du principe que la maison est l'extension de son corps. Donc, ça fait écho à tout ce que tu viens de dire, justement, Frédéric. Et du coup, la maison, c'est pour ça qu'elle reflète nos états psycho-émotionnels, donc conscients, inconscients. Et comme on vient de se le dire, elle peut traduire des choses qu'on n'arrive pas à dire ou à se dire. Et toi, Martine?
Moi, j'aime bien ce côté de on passe par le corps avant de passer par la parole parce que bah, moi, forcément, je suis une personne qui va travailler plutôt avec les mots, c'est-à-dire que les gens vont venir me voir et vont discuter directement, vont tout de suite me dire des choses, donc ils vont tout de suite être dans la parole. Et c'est à partir de la parole que je dois déconstruire tout un ensemble de choses et que je dois voir en fait justement où se placent certaines difficultés. Et souvent, je le vois aussi parce qu'il y a une posture, parce qu'il y a un ton, parce qu'il y a une façon de respirer. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Fred, sur le sujet. Justement, c'est ces choses que j'observe, c'est-à-dire que leur gestuelle, leur regard, le ton qu'ils emploient, la façon dont ils respirent, parce que justement, il y a des gens qui, des fois, quand ils sont en séance, vont avoir ce côté où ils vont déverser beaucoup de choses sans respirer. Et souvent, je vais leur dire, respirez. On va revenir un peu à ce que vous étiez en train de dire et on reprend différentes choses qu'ils ont prononcées parce que c'est un peu un flot, la parole. Je dirais que parfois, la parole, c'est peut-être quelque chose qui vient masquer réellement un état d'être. Finalement, l'état d'être, il est peut-être plus clair, comme tu le dis, Fred, justement, dans ce regard ou dans cette posture ou dans cette façon de s'exposer au monde, plutôt que dans ce qu'on se dit. Et c'est très intéressant parce que, justement, moi j'aime bien ce côté où je sais que la parole c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que je sais que la plupart des gens disent des choses, mais c'est pas forcément ce qui se passe réellement à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que souvent, quand en plus une personne, je sais qu'elle me dit quelque chose de faux et je le vois dans son corps et je le vois dans son énergie en fait, que cette personne clairement elle est en train de se mentir à elle-même. Bah, je vois bien que la parole en fait c'est quelque chose d'extrêmement superficiel finalement sur ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Mhm. Carrément, J'entends ce que tu dis. je je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça. Alors, juste une chose, Martine. Oui, Alors, justement, il y a eu des changements dans ma façon de me présenter au monde. Et ce changement se matérialise simplement par mon prénom. Alors, je vais te demander de me dire Frédéric. Frédéric, je te prie de m'excuser. Je t'en prie, Frédéric. je t'en prie, je t'en prie. Frédéric. Eh ben, Frédéric, du coup, lorsque tu as des gens qui justement vont avoir quelque chose à dire, donc ils vont devoir travailler sur la parole, qu'est-ce que tu fais particulièrement pour les aider en fait à vocaliser justement ou à sortir des mots pour eux avec cette parole? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu accompagnes avec la parole en particulier? Alors, moi, je passe justement, comme je disais, par la notion de jeu. C'est-à-dire que on va passer par faire une suite de gestes. Ce qui veut dire que leur problématique va se déplacer parce que c'est quand on travaille en groupe, par exemple, on est 12, 15. J'appelle ça la ronde des gestes. Donc, chaque personne fait un geste et ce geste se transmet au fur et à mesure et ça fait tout le tour. Donc, leur problématique, ça va être comment je vais faire pour retenir tout ça. Eh ben, vous allez voir, le corps, comment ça, il a une mémoire. Et si vous faites attention, vous allez voir, vous allez retenir. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous rendre compte que on retient d'autant mieux que l'on projette son attention sur autrui. C'est-à-dire que si je suis complètement concentré sur ma problématique, ça va être difficile de la dépasser. Mhm. Donc, la ronde des gestes permet de s'entraîner à ça. Ensuite, il y a le miroir. C'est très simple, hein, face à face. Geste de miroir, je guide et puis en face, la personne suit exactement. Et là, pareil, c'est je me décentre et je fais attention à mon interlocuteur avant de penser à ma problématique. Et après, on va rentrer sur les virelangues. C'est cette notion de euh, un sacheur chasser sur son chien, etc. Tati, t'as tendu, tati loté, tout tatou. Donc cette manière-là de prononcer et ça devient finalement amusant. Euh, et, et après, on va rentrer sur un autre jeu qui va permettre de structurer une partie d'un discours. C'est un texte de Cocteau où il n'y a qu'un point au bout de la quatrième ligne. Il reste encore six lignes et le deuxième point est à la fin du texte. Alors que quand on a ce texte-là, comment on le ponctue? Une fois qu'on a fait tout ça, on a travaillé avec sa voix. C'est pas encore devenu une parole parce que je n'ai fait pour l'instant que prêter ma voix à des situations de jeu. Maintenant, à la fin, je vais leur donner un texte à dire. C'est un texte de Churchill
Et là, ils vont devoir mettre de la parole. Ils vont devoir mettre de la parole parce qu'ils vont devoir interpréter. Ils vont devoir incarner ce texte-là à leur manière. Donc ça dépend des personnes qui sont très extraverties, qui vont comprendre. Et oui, même si qui vont se prêter au jeu, il n'y en a pas beaucoup. Et en tout cas, pour les personnes qui ont commencé la journée en étant très timorées, la succession des jeux va permettre d'arriver à ce moment-là. Mais en fait, tu te rappelles quand tu respirais au début, voilà. Tu te rappelles la posture là, tu sais, un peu quand tu es ouvert là comme ça, voilà. Tu te rappelles lorsque tu prends, voilà, lorsque tu rentres, voilà. Ben, en fait, on va mettre tout ça comme un puzzle qu'on remet à l'endroit. Et au bout du compte, et quand tu dis ce texte-là, tu vas te rendre compte que ta parole, elle se déverse comme un océan. Donc voilà un peu par quoi je passe. J'aime bien, j'aime bien. Maud, s'il y avait une zone dans la maison qui serait dédiée à la parole, ça serait quoi? Alors, euh, selon moi, t'as pas une zone spécifique parce que par rapport à tout ce que vient de se dire, comme tu le disais, il y a la parole qui peut masquer, comme le disait Frédéric, il y a cette parole qui permet effectivement de s'énergiser, de mettre en place une dynamo. En Feng Shui, il y a des zones qui sont liées à la relation, comme le Sud-Ouest, la relation à l'autre, mais il y a aussi ce dialogue intérieur, cette parole à soi, qui pourrait être le Nord-Est, avec la connaissance de soi, la créativité, quand on parle de métiers artistiques comme le tien Frédéric, ou effectivement le Nord-Est pour toi en tant que coach Martine. Donc en fait, pour moi la parole, elle est un peu partout parce que pour moi il y a deux dimensions. Cette notion justement de déjà de comment on se parle à soi-même, ça fait écho un petit peu à l'épisode de la semaine dernière. Pour ceux qui veulent entendre parler du récit de soi, n'hésitez pas à regarder en replay. Et il y a aussi cette notion de ce qu'on va dire dans la maison et ce qu'on va se dire va avoir un impact énergétique. En fait, ça ne va pas être neutre. Tout comme ce qu'on va se dire d'un point de vue psychologique va avoir un impact, ça va aussi imprégner l'énergie du lieu. Donc là, on est un peu plus dans la branche énergétique du Feng Shui, un peu moins symbolique, mais c'est effectivement important. Et il y a cette notion de libération, de libération que la parole peut apporter en Feng Shui aussi, ou par exemple dans un secteur, si on n'a pas pu verbaliser ou même verbaliser envers soi-même ou verbaliser envers les autres une problématique, on va utiliser la symbolique inconsciemment pour parler, pour poser une parole symbolique. Et lorsqu'on va réussir lorsqu'on va réussir à verbaliser ce qu'on avait symbolisé inconsciemment, là, on peut même se défaire de certains objets. Donc, par exemple, imaginons qu'une personne ait un problème avec le travail et que, du coup, dans le secteur travail, il y ait des choses peut-être liées, encore une fois, à une symbolique très forte de désespoir, peut-être des symboles d'impuissance, des objets qui représentent des personnes fébriles. Lorsqu'elle va pouvoir symboliser son sentiment d'impuissance face à une hiérarchie qui peut-être fait écho à une problématique parentale, donc chose qui peut être traitée avec toi en coaching, Martine, ou une personne qui a besoin de libérer la parole avec des exercices comme ce que tu proposes, Frédéric. En fait, une fois qu'elle a libéré ça, elle n'a plus besoin de cette symbolique et elle va même pouvoir s'en défaire. Là où avant, cette symbolique, même si elle était négative, elle va avoir un attachement à cela. Donc en fait, c'est aussi ça qui est intéressant et après, je suis très intéressée par vos points de vue sur la partie justement libératoire de la parole qui fait qu'on n'a plus besoin de s'attacher au niveau de la maison à ces objets qui parlent pour nous. C'est vachement intéressant parce que moi, je me faisais un peu l'idée, et j'étais partie d'une autre idée en fait, qui était celle de, comme il parlait Frédéric, de ce côté où justement il y avait comme un flow en fait qui se mettait en place. Je me demandais s'il n'y avait pas une partie dans la maison particulièrement qui était dédiée à la parole, dans lequel on pourrait représenter par des symboliques, des éléments qui seraient justement ce flow, c'est-à-dire qui serait tu sais, le principe des symboliques dans la maison, comme tu l'as dit, qui sont par la représentation par un tableau ou par un objet de quelque chose pour stimuler justement un secteur ou pour stimuler quelque chose pour soi. Je me disais, est-ce qu'on peut pas essayer de trouver un moyen aussi d'aider à la parole dans une maison en utilisant une symbolique qui va donner ce flux de parole? Je donne un exemple. Moi, dans ma pièce à moi, dans laquelle je travaille, dans laquelle je reçois mes clients, etc., j'ai un micro.
Et ce micro, il est là pour vraiment représenter le fait de je donne la parole et je prends aussi la parole. Donc du coup, je m'exprime et symboliquement, c'est un lieu de parole. J'invite en fait dans cette zone par le simple fait qu'il y ait un micro qui soit présent, même s'il n'est pas branché, même s'il n'est pas connecté comme ça, il est juste là. Je montre que c'est un lieu de parole. Il y a des fois des gens qui sont en mode genre ça enregistre là. Je fais non non, ça n'enregistre pas. Mais ils ont eu un petit peu peur parce que justement il y avait ce micro. Il y aurait peut-être pu y avoir une espèce de traçabilité, ou bien ça va créer une interaction en fait, ça va même être un objet qui va amener à poser des questions ou des paroles et on va pouvoir savoir où est-ce qu'on se situe sur le degré de libération de la parole. Tu vois, c'est une espèce d'interprétation. Donc oui, c'est assez intéressant. Je me posais un petit peu la question parce que j'aimais beaucoup ce que disait Frédéric et j'aime beaucoup ce que tu dis toi. Et je me dis forcément, si les gens ils cherchent à libérer leurs paroles, j'ai envie qu'on leur donne quelque chose aujourd'hui. Tu vois, qu'on a une petite clé en fait pour les aider à débloquer quelque chose. Bien sûr, ils peuvent toujours venir nous voir selon la problématique qu'ils ont et ce qu'ils ont envie de faire, quel genre d'atelier, etc. Mais j'ai envie d'un petit peu de leur donner quelque chose, tu vois, de leur donner un petit début de comment prendre la parole. Ok, alors c'est très intéressant. Du coup, ce que tu dis, c'est très vrai. Et en effet, on peut faire de sa maison un allié. D'ailleurs, c'est très indiqué justement de faire de sa maison un allié pour booster avec des symboliques ou des objets qui vont avoir une influence positive. Donc, ce que tu dis, c'est très intéressant. Et il y a aussi cette notion de alors moi je dirais observez-vous. Observez là où ça coince au niveau de la parole et est-ce que ça peut être du coup géré par la configuration chez vous par exemple. Est-ce que votre salon est propice à la discussion? Est-ce que vous avez un canapé qui est tourné vers une télé et pas d'autres sièges? Vous voyez, peut-être que du coup là la communication elle est pas très encouragée, pas très facilitée et peut-être que s'il y a des problèmes de timidité comme tu le disais Frédéric, comme ça peut arriver, ou des problématiques justement d'avoir du mal peut-être à s'affirmer dans l'envie de parler avec l'autre, etc. Ça peut créer des stress, de l'anxiété et du coup on va peut-être pas enclencher la discussion. Là où un salon qui forme quelque part énergétiquement une forme de ronde, une forme de cercle qui invite un peu à cette parole parce qu'on va être face à l'autre, on peut facilement se mettre dans un fauteuil face à l'autre. On peut justement créer aussi par des jeux de lumière une forme d'intimité. Les lumières plutôt blanches, plutôt franches vont être un petit peu plus yang, un peu plus actives. C'est difficile de se livrer dans ce style de contexte. C'est peut-être plus facile pour des gens plus introvertis de mettre une petite lumière douce et une petite musique et d'avoir effectivement comment dire cette notion encore une fois de cercle qui d'un point de vue forme en plus Feng Shui invite à vous voyez c'est un peu comme si on prenait quelqu'un dans ses bras, c'est beaucoup plus facile de se livrer que si on était à 3 mètres en fait. Donc cette notion d'intimité qui permet justement d'enclencher des discussions importantes ou intimes. Et comme tu le disais par rapport aussi donc au micro que tu as placé, ça peut être aussi des miroirs. Est-ce que tu parlais de jeux de miroirs aussi, Frédéric? Ça peut être pour les personnes qui doivent prendre la parole en public ou qui ont un stress par rapport à leur image, de faire l'exercice du miroir, d'arriver à parler, à se parler à soi-même en positif devant un miroir. Et ça peut être un peu difficile au début, mais en tout cas faire ce travail. Peut-être au début ce sera 30 secondes. Voilà, et le faire assez régulièrement jusqu'à ce que ça devienne facile. Pouvoir un petit peu checker sa gestuelle, checker son apparence et voilà. Et pour le contexte professionnel, je dirais la même façon, inviter des espaces de discussion là où on travaille. Si on peut avoir la main dessus, effectivement, si on est chef d'entreprise, si on est manager, créer quand même des espaces de discussion. Et puis, tu parlais de ton métier, Frédéric. Hein, c'est aussi cette notion de à quel moment est-ce qu'on peut peut-être inviter ou se faire inviter à échanger dans un contexte même peut-être voilà pour développer la parole. Alors je sais pas si vous avez d'autres tuyaux vous à partager, mais en effet c'est une bonne idée. Moi, j'aimerais poser une question à Frédéric parce qu'il a dit un truc super intéressant et tu l'as abordé un petit peu, Maude. C'est cette histoire de timidité. C'est-à-dire, tu as invité Maude à améliorer peut-être la lumière, etc., pour se donner quelque chose d'un petit peu chaleureux. Mais comment on débloque un petit peu sa timidité au départ? Frédéric, est-ce que tu veux nous en parler? Parce que tu l'as dit toi-même que tu étais timide au départ. Est-ce que tu as des tips ou des choses que tu peux nous dire à propos de la timidité? Alors, pour moi, la timidité, je vais la résumer dans ce que je ressens quand je dois me présenter au monde. Donc, ce que je ressens quand je dois me présenter au monde, c'est une pression
et peut-être à l'intérieur, je m'estime indigne d'une certaine manière de me montrer au monde de cette manière-là, pour telle et telle raison. La première chose, c'est effectivement de se regarder. Je rejoins ce jeu avec le miroir. Ce que moi j'allais proposer, c'est qu'il y a un exercice qui est effectivement difficile, c'est de se regarder dans le miroir pour autre chose que pour se préparer, pour se maquiller, pour se raser. C'est se regarder dans le miroir et de se regarder dans les yeux. Déjà, le rapport à sa timidité peut se trouver plus apaisé. Je me regarde, moi j'ai fait cet exercice pendant un certain temps, il n'y a pas si longtemps, 2 ans, parce que je l'ai lu dans un livre, je me dis tiens, je vais essayer de le faire sur tant de jours. Et le fait de se retrouver à se regarder va faire bouger des choses. Il y a des énergies, il y a des émotions qui vont monter. Et par rapport à ça, le but du jeu, c'est d'accepter ce qui me traverse. Les gens ne le croient pas. Moi, je reste intimide. C'est-à-dire que pour aller vers un auditoire, si c'est pas préparé, si c'est pas dans le cadre de mon travail, si c'est pas dans le cadre de vraiment de quelque chose, c'est une obligation. Non, il faut que je me prépare. La différence, c'est que je sais comment me préparer pour y aller. Donc, première chose, le contact visuel vis-à-vis de soi-même dans un premier temps. Il y a une histoire avec Narcisse, je n'ai pas trop le temps là, j'adore. Une autre façon de considérer Narcisse. Et ensuite, c'est par petits pas se donner le challenge de faire une chose qui me permette de sortir de ma timidité. Parce que ma timidité, pour moi, au bout d'un moment, ça devient une bulle. Et en définitive, c'est assez confortable. Confortable, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que ça soit super joyeux. Non, il y a des moments où j'ai souffert de ne pas pouvoir m'adresser aux autres. Mais ça veut dire que je connais et je peux me définir comme étant timide. Donc, ça me va. Par contre, se dire, à un moment donné, j'en ai peut-être assez de subir ma timidité, de subir le fait d'être dans ma bulle. Donc, déjà, oser me regarder moi dans les yeux, accepter de ressentir ce que je ressens, je me remets en vie et avec les émotions, à partir des émotions qui seront exprimées, ça va faire un peu de place. Et bien, cette place, je vais en profiter pour essayer de rencontrer autrui. Simplement, parler d'un thème, je ne sais pas moi, si j'aime lire, j'ai jamais osé dire à un ami, une amie, ce que je lis. Commencer par une chose très simple comme ça. Ensuite, il y a un exercice qui est terrible, mais je l'adore. Il est terrible parce que quand je le pose aux gens, ils disent comment je vais faire. Ça s'appelle le Kasala. Le Kasala, K-A-S-A-L-A, c'est un exercice qui a été inventé par un professeur de littérature congolais. Et le Kasala, c'est une manière d'auto-louange. Comment ça se passe? Je vais lister des caractéristiques, comme on dit, des qualités, les qualités, les défauts. Je sais pas trop les termes, des qualités, caractéristiques que je me reconnais, ou alors que mon entourage me reconnaît comme étant des choses bénéfiques. Parce que quand je suis timide, même ça, je ne l'accepte pas venant des autres. Donc, je note, je suis généreux, je suis tenace, je suis un bon camarade. Voilà, 3 caractéristiques. Maintenant, à côté de ces caractéristiques, je vais voir quel animal correspond à ce genre de caractéristiques. Je suis généreux, comme le chien qui accueille son maître avec… voilà. Et vous faites ça. L'idée, ensuite, une fois que vous avez fait vos trois caractéristiques, bon, quand on va aller un peu plus loin, on met ce qu'il y a à améliorer, c'est-à-dire ce qu'on appelle les défauts. Voilà, les points d'amélioration. Je peux en mettre 2 et terminer par 2 autres caractéristiques bénéfiques. Deuxième partie. Le Kasala commence comme ça. Je m'appelle Frédéric, ou alors je peux commencer par me voici, moi, Frédéric, et déjà dans cette façon de se présenter, déjà faire un pas
qui se permettent de sortir de la bulle. Je m'appelle Frédéric, me voici, moi, Frédéric, je suis généreux, tel le chien qui reçoit son maître lorsqu'il rentre du travail. Et ça, j'essaie de le dire avec conviction. Et ainsi de suite. Et le Kassala se termine par ceci est mon Kassala. Et bien, mon Kassala, je le dis à quelqu'un que j'aime. Très très intéressant ce partage. J'ai un exercice qui est pas du tout similaire, mais en même temps pas du tout très loin, qui est quand je travaille avec des gens qui ont aussi une vraie dysphorie de corps en fait, qui a un vrai rejet de qui ils sont. C'est de se regarder effectivement beaucoup plus dans le miroir, mais d'essayer de se regarder sans critique, c'est-à-dire de s'interdire les critiques quand on est face à un miroir, essayer d'avoir un vrai regard vraiment caressant, aimant envers soi-même, et où on se regarde dans le miroir et on va se parler aussi avec énormément de tendresse et énormément d'amour. Et on va commencer une chose à la fois, c'est-à-dire que au lieu d'être vraiment sur le général, parce que la plupart des gens n'ont pas du tout la facilité en fait de se voir intégralement d'un seul coup, puis de comprendre qu'en fait la plupart des gens les perçoivent dans une intégralité plutôt que dans des détails. D'ailleurs, petite anecdote, souvent quand les gens ils ont un défaut, il est difficile en fait réellement de croire que ce défaut en fait, enfin de comprendre que ce défaut est si important pour eux parce que pour nous ça l'est pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a les oreilles décollées, finalement, on regarde pas que ses oreilles, c'est faux, on regarde tout l'ensemble de son visage et ses oreilles décollées font partie de sa personnalité. Ou pareil pour un nez qui a une forme un peu particulière, des yeux, une bouche, ce que vous voulez. Dans tous les cas, les défauts sont pas si importants que ce qu'on croit. Donc déjà, ce que je fais, c'est que j'amène les gens à aller sur ce genre de défaut tout particulier qui leur pose problème et d'essayer d'y trouver vraiment de l'amour dans cette chose-là. Par exemple, j'avais un ami qui avait les oreilles décollées et je lui disais bah, c'est génial, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour lequel les femmes peuvent s'accrocher pendant qu'elles ont un orgasme. Et ça la réconcilie avec ses oreilles décollées, tu vois. C'était un peu cet exercice. Donc j'aime beaucoup cet exercice que tu fais, qui est ce cas-là où on se trouve des valeurs et on se présente en plus à soi-même, comment on pourrait se présenter par rapport à un défaut qu'on a et finalement qui pourra en devenir aussi une qualité en même temps. J'aime beaucoup cette approche en fait par la présentation. Pour revenir à la parole, moi ce que j'aime bien aussi dans le principe de la parole, c'est que parler, la parole en fait, c'est se mettre en lumière. Donc bien évidemment, quand on se met à parler, il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont noter ce qu'on a à dire. On est en train de demander l'écoute en plus des gens quand on est en train de parler d'une certaine manière. Donc quelque part, on va se mettre en lumière et c'est cette timidité-là en fait dont j'aime bien parler aussi un peu. C'est cette peur en fait qu'on a fondamentale de la parole parce que justement la parole elle est intense. On peut penser des choses, négatives, on peut des fois froncer un peu les sourcils, on peut retrousser son nez, mais à partir du moment où on prononce quelque chose par rapport à une situation, c'est comme si on émettait un jugement extrêmement ouvert, extrêmement public, où on est en train justement, il y a la différence entre la parole orale et la parole finalement écrite sur les réseaux sociaux qui semble presque plus légère que la parole orale. Est-ce que tu ressens ça, Frédéric, dans le fait que la parole, elle est peut-être plus lourde parfois par l'oral que par l'écrit, surtout que les réseaux sociaux aujourd'hui, on s'en rend d'autant plus compte. Oui, il y a une chose, c'est ma fille aînée qui m'a fait comprendre ça à une époque, quand j'avais une compagnie et je participais à des réunions avec des décideurs, etc. Et en fait, comme bon, je dis, je suis timide, donc je vais pas parler comme les autres. En général, je suis plus en retrait. Il y a des gens qui fusent. Moi, j'ai des collègues, ça fuse dans tous les sens. Et ben non, moi, je suis un peu en retrait. Je suis un peu dans ma bulle. J'écoute. Et j'ai cette particularité de pouvoir synthétiser à un moment donné. Donc, ça peut être aussi une donnée, ça peut être aussi un petit tips pour quelqu'un qui est timide. Peut-être que juste de prendre la parole à un moment donné, juste pour dire quelque chose, pour clôturer, ça peut être suffisant. Et c'est ma fille qui m'a fait comprendre ça. Elle me dit, mais papa, elle avait 14-15 ans à l'époque, elle me dit, papa, mais comment ça se fait quand
tu parles, tout le monde t'écoute. Et j'ai fait super gaffe à ça. Je me suis dit, tiens, peut-être que finalement, mon côté timide, c'est une force parce que je vais pas être le premier, comme je disais, à me précipiter pour donner les choses. Donc, effectivement, à partir du moment où je me rends compte de ça, ça peut devenir le moment où je vais accepter de me mettre en lumière, comme tu dis, Martine. Et je trouve ça très juste parce que lorsque je prends la parole ou lorsque j'accompagne les personnes pour prendre la parole, c'est pour un objectif bien précis. Cet objectif, ça peut être pour présenter un projet. Donc, à ce moment-là, on se met dans la lumière pour convaincre et pour donner aux autres de nous accompagner dans notre mission. Ça peut être pour un dirigeant de transmettre la vision pour que les autres aussi participent à la mise en place de quelque chose qu'il a en tête. Et c'est là où c'est génial. C'est pour ça que je parle d'incarnation. C'est que avant de prendre la parole, j'ai quelque chose en tête. J'ai un objectif, j'ai une intention, j'ai quelque chose à transmettre. Et à un moment donné, ça va passer par mon corps, parce que ce qui va permettre aussi d'attirer les autres et de faire en sorte que à partir du moment, mais c'est très juste, hein, je me mets dans la lumière, c'est comme l'acteur qui rentre sur la scène et qui est éclairé à ce moment-là. Donc, on sent bien comment c'est compliqué parce que on sent qu'il y a tous les regards qui sont dirigés vers soi, mais en même temps, c'est une rencontre avec soi dans un premier temps et avec le monde. Donc, effectivement, on prend la parole dans certaines occasions. Moi, j'ai envie de dire dans toutes. Il y a une importance parce que j'ai quelque chose à transmettre et je mets en lumière. C'est ma façon de rencontrer le monde. Et je pense que c'est ce que j'essaie de transmettre. Très intéressant. Et j'ai une question pour Maud, parce que Maud, tu m'en voudras pas, je vais un peu livrer des choses. Tu es Lyon et être dans la lumière, c'est ton truc. Et en même temps, la parole, tu es une Italienne, donc tu parles vite. Et donc, du coup, le rapport entre être dans la lumière et la parole, pour toi, c'est quoi ton ressenti? Alors justement, c'est drôle parce que, comme tu l'énonces, je fais aussi de l'astrologie, donc je suis en train de penser à ça pendant que tu parlais, Frédéric. En fait, en astrologie, on a aussi, on va faire attention à où est le mercure de la personne et comment est-ce que ça peut indiquer sa façon de structurer sa pensée, mais aussi sa parole. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, et je vais te répondre après, Martine, mais en tout cas, si on regarde un peu l'astrologie pour ceux qui y adhèrent, il y a cette notion de, en fait, on parle pas tous de la même façon. On n'a pas tous la même façon de prendre la parole. Et en fait, là où l'astrologie peut aider, c'est de justement mettre de la tolérance là-dedans et de se dire que pour quelqu'un qui est lion comme moi et qui a son Mercure en Vierge, du coup, ça va être Mercure en Vierge, c'est-à-dire une parole qui va être structurée, qui va être détaillée. Donc, on va avoir tendance à parler beaucoup, à vouloir être très précis dans ce qu'on dit. Et en même temps, voilà, le lion qui aime prendre la lumière, vous le voyez pas, mais j'ai un joli pull à paillettes. Donc du coup, effectivement, il y a cette notion de, on va vouloir justement le travail des personnes qui sont lions, ça va être de prendre sa juste place, de pas s'éteindre, de pas s'écraser parce qu'on a très fort, enfin, tant qu'on n'a pas travaillé dessus, on a quand même un sens de la hiérarchie qui est là. Donc cette notion de oser prendre sa place, mais ne pas non plus prendre trop de place. Et c'est pareil que la parole. Donc du coup, c'est intéressant cette notion de voilà, aimer s'exprimer, mais faire attention. Et par rapport aux origines italiennes, c'est un peu ça. Vous savez, ces cultures latines où du coup tout le monde parle fort, parle beaucoup, mais on s'écoute quand même. Et d'ailleurs, quand j'ai été en Italie, petit fun fact, donc moi je suis d'origine de l'est de la France, de Lorraine, et quand j'ai été en Italie, dans ma début de vingtaine, je me suis dit mon Dieu, je suis arrivée à la maison. Tout le monde parlait vite, fort. Les gens s'interpellaient dans la rue parce que deux chiens se bagarraient et tout le monde voulait donner son avis. En fait, je trouve ça génial. Voilà, donc cette notion de voilà, et ça, la parole aussi est très, selon moi, teintée par qui on est vraiment, hein, et aussi par la culture. Dans quelle est-ce qu'on est dans des cultures où parler à des inconnus c'est compliqué. Frédéric, tu vis à Paris, on a vécu à Paris avec Martine. Chacune dans des arrondissements différents, mais la culture globale de Paris, c'est si on vous parle, voilà, on a tendance plutôt à se braquer, alors que des cultures comme j'avais vécu à Rome quelques mois, donc aussi une capitale, et pour autant, les gens me racontaient leur vie dans les transports, j'adorais, il y a des petites dames qui me racontaient leur jeunesse, c'était absolument génial, les gens se parlent en Italie. Après, ça reste superficiel, hein, c'est pas parce qu'ils vous parlent
qui vont, comment dire, devenir votre meilleur ami, mais en tout cas, il y a cette culture de la parole qui est très, très présente dans le sud de l'Europe et qu'on n'a pas forcément dans nos villes. Voilà ce que ça m'évoque aussi. Très intéressant. Et du coup, toi-même qui a un petit peu tendance à parler beaucoup, c'est difficile pour toi de parler beaucoup? Est-ce que justement donner des cours, ça t'a un peu aidé? En fait, moi, mon travail, c'est vraiment, je pense, l'écoute. Voilà, c'est un de mes shadows, je pense. J'aime beaucoup parler parce que je pense qu'il y a ce petit côté enfantin de oh là là, je peux prendre de la place. Mais effectivement, même si j'adore l'échange, hein, mais il y a des moments où je suis dans mes histoires. En plus, en tant que lion, on a un peu tendance à vouloir vivre sa légende personnelle. Et donc, du coup, moi, c'est plutôt l'écoute qu'il faut que je travaille, c'est-à-dire recevoir l'autre, pas prendre forcément trop de place, prendre la juste place. Donc tu vois, le cours, en fait, justement, c'est intéressant, mais il faut aussi que j'apprenne à être moins le professeur qui fait descendre de l'information et plus être le professeur qui va créer les ateliers. D'ailleurs, tu m'aides beaucoup là-dessus parce qu'on anime des cours en commun avec Martine. Et Martine m'a fait vraiment prendre conscience de l'intérêt, tu vas nous donner ton avis, Frédéric, mais Martine m'a fait prendre conscience de l'intérêt justement de créer de l'interaction beaucoup plus avec les élèves et de créer du lien entre eux. Et ça a été génial justement. Voilà, donc voilà, c'est un peu mon travail à moi. J'aimerais, moi, rajouter un petit truc par rapport à ça qui est intéressant. C'est, tu viens de dire un truc super intéressant, cette notion de parole qui prend de la place, qui est remplie de l'espace. C'est vachement tangible, en fait, finalement, la parole. Même si on s'en rend pas compte, c'est quelque chose d'extrêmement perceptible quand quelqu'un rentre dans une pièce. La façon dont elle parle, la façon dont elle occupe l'espace avec sa parole. Parce qu'on n'est pas seulement sa présence physique, on est aussi sa présence de la voix. Et moi, je suis vraiment une personne de la voix, c'est-à-dire que si je pouvais être invisible et ne faire que parler, ça m'irait très bien. C'est-à-dire que si on ne faisait qu'entendre ma voix, si je n'avais pas besoin de m'observer, ça me conviendrait parfaitement bien parce que j'aime prendre de la place avec la voix. Ça reste quelque chose que j'aime. Et puis j'aime ma voix, j'aime le fait d'entendre ma voix. J'aime bien m'écouter parler en étant tout à fait raisonnable là-dessus. Mais j'aime cette présence avec la voix. Et du coup, bah, je vais repasser la parole à Frédéric sur ce sujet de la présence justement par la voix, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin dans la parole et en allant avec cette notion de place en fait qu'on prend avec la voix. C'est intéressant parce que moi, j'ai du mal avec ma voix. Euh, j'ai du mal avec ma voix parce que il me reste des scories de ne parle pas, tais-toi, ta voix est dérangeante, tu n'as pas eu la place et donc ça revient à ça, tu n'as pas voix au chapitre, donc tu n'as pas la place de venir t'exprimer. Ce qui, ce qui, euh, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que en définitive, le sens que je donne à ma présence vient de ce que les gens que j'accompagne me renvoient. Et donc, ça me fait un peu penser à l'écho ou alors au sonar, où ça part de la présence, ça continue avec des propositions, et au fur et à mesure, comme je reçois des indications, j'arrive à moduler et à me positionner de ce que je ressens comme étant la meilleure façon par rapport à la personne. Et effectivement, donc à me positionner, donc à prendre une place qui soit la plus juste dans la relation qu'on a. Et donc effectivement, je pense que la voix participe de cela. Et pour ça, lorsque, pour donner quelques tips, en fait, je me suis rendu compte que pour fonctionner par rapport à la voix, pour l'apprivoiser peut-être à un certain moment, eh bien, on peut travailler sur, allez, moi j'utilise 6 paramètres. Je vais utiliser le volume, parler fort ou chuchoter ou parler moins fort. Je vais utiliser l'intonation, comment je vais varier à l'intérieur pour rendre le ton de ce que j'ai envie de dire. Je vais utiliser l'articulation, et ça, c'est pour ça que je passe par les exercices de virelangue, pour forcer, pour s'habituer à articuler et à utiliser tous les muscles là autour des lèvres d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si je veux qu'un mot prenne de la place, je peux l'articuler d'une certaine manière. Ensuite, je vais utiliser le débit. Quand je
suis hyper stressé, donc on disait que Maud parlait vite. Quand je suis stressé, je peux parler très très vite. Et donc, quand je me rends compte que je parle très vite, et écoute, tu ralentis un peu, respire. Le rythme, cette notion de varier les débits, accélérer sur certaines choses qui coulent de source, et puis ralentir et poser, donc articuler certains mots qui font la différence. Et ce qui peut réunir tout ça, ce qui me permet de varier, ce sont les silences. Les personnes ne se rendent pas compte que lorsque, et oui, pour vous dire, je fais partie d'un club qui s'appelle Toastmasters et je participe, je m'entraîne aussi sur la préparation, la présentation de discours, ce qui me permet de tester les choses. En définitive, chez Toastmasters, ce qu'on a l'habitude, c'est avant de parler, silence. La personne se présente, mettons rapidement, je suis dans une réunion, c'est à moi de prendre la parole. Ok, on me donne la parole. Je suis mal à l'aise. Respiration, silence. Et les premiers mots vont être impactants. Et les premiers mots sont impactants parce que le fait qu'il y ait ce silence, ça va donner de la place. Très très beau, comme de la musique en fait, comme le fait qu'il y ait un silence dans la musique va créer du contraste en fait avec ce qui va être produit, ce qui va être entendu. Très intéressant, effectivement, puisque la voix c'est une musique d'une certaine manière, c'est la prosodie de la voix en fait qui détermine des choses. C'est très intéressant ce que tu nous partages. Tu veux rajouter quelque chose, Frédéric? Juste par rapport à la musique, moi j'ai un cousin qui faisait de la musique quand on était jeune et il était capable de mettre en musique ce qu'une personne disait. Et puisque ça allait sur des sonorités, donc sur des notes, et il arrivait à mettre en son. C'est magnifique. Sublime. Voilà. Sublime. Ouais. Je vous propose de conclure là-dessus. C'était très intéressant. Déjà, merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir rejoints, de nous avoir partagé tout ce que tu nous as partagé. C'était très instructif. Le replay de cette émission sera disponible et du coup, on pourra revoir ce que tu nous as proposé. Donc, c'était très, très intéressant. On aura noté tous ces tips très intéressants. On fera aussi des petites vignettes de résumé un petit peu de ce qu'on s'est échangé sur ce live. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors, merci Frédéric, c'était vraiment très intéressant ce que tu as partagé. Merci Martine. Et en tout cas, moi, je voudrais rajouter le fait que la parole, comme tu le disais, peut traduire beaucoup de choses qu'elle libère. Et que du coup, c'est important d'observer ce qu'on dit, ce qu'on se dit et ce qu'on a envie de se dire. Super, merci, ça m'a fait plaisir de vous retrouver là. Et moi, il y a une maxime tirée, une citation de Shakespeare. Rien n'est en soi bon ou mauvais, la pensée le rend tel. Donc, c'est aussi ce qu'on pense de notre parole qui rend notre parole vivante. Oui, et t'as dit un truc super moi qui m'a touché tout particulièrement. T'as dit que t'aimais pas particulièrement ta voix. Nous, on adore ta voix. On est très contents de voir. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Salut. Au revoir.